Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet Sur Arte Radio. Le dehors. Avec son fouillis de cratères, sa terre rouge et ses rochers rares, je ne connaissais aucun paysage, même en crevassant ma mémoire, traquant ce que mon adolescence sur terre y aurait pu graver, qui en égalait l'éclat brut et rugueux. Par comparaison, le dedans, Cerclon, notre bonne ville de Cerclon avec sa gravité constante, son oxygène homogénéiquement bleu qui suintait des turbines, ses tours sans opacité, ses avenues sans ombre, blanches de la peur des angles morts. Cerclon, petite enclave sur astéroïde inhabitable, petit miracle technologique pour vie humaine possible. Je n'en avais jamais supporté la putride sagesse, encore moins l'architecture bonasse, cette ergonomie du confort, glissante et flasque, qui rendait les corps amorphes à force de facilité, à force d'évidence et d'humanité. Ce que je vous propose, c'est un monde dangereux, inconfortable et fou, écrit-il. Entrons alors dans la zone du dehors, le premier roman d'Alain Damasio, écrit entre 22 et 26 ans et publié d'abord en 2 tomes en 1999 aux éditions Silibris. Prenons la direction d'un satellite imaginaire de Saturne, au cœur d'une colonie terrienne où la vie ne tourne plus très rond. Les habitants y sont classés, clastrés, hiérarchisés et rebaptisés tous les 2 ans selon leur respect des normes et leur efficacité au travail. Souriez, vous êtes gérés. Soumis, ces citoyens et citoyennes se fliquent et se dénoncent les uns les autres, sans pour autant jouir d'une liberté de circuler, sinon par accès sélectif dans un couvre-feu général, tandis que tout ce qui dérange ou heurte a été éradiqué. Situé en 2084, pile un siècle après l'action du roman 1984 de George Orwell, cette dystopie politique est une dénonciation des sociétés de contrôle qui, au début des années 90, frappaient à la porte, selon l'expression de Gilles Deleuze. Anticipant la reconnaissance faciale, la traçabilité ou la notation des individus, ce bréviaire de combat de 650 pages avait pour unique but, affirme l'auteur, de comprendre en Occident pourquoi et comment se révolter. Car, dans l'ombre, un groupuscule nommé La Volte, joyeux bordel de poètes et de radieux radsonnards vus comme une organisation terroriste par la fange gouvernementale, prépare sa volution pour dynamiter cette ville d'esclaves et tester leurs utopies dans le réel, sans technoprothèse, étant donné que le confort est un danger et l'individu une camisole. Sorti dans une indifférence quasi complète avec à peine 500 exemplaires vendus en 5 ans, La Zone du dehors sera rééditée et partiellement réécrit en 2007 aux éditions La Volte, pour atteindre aujourd'hui les 100 000 copies écoulées. Dans ce 2e épisode, Alain Damasio dévoile la machinerie de cette très impressionnante entrée en littérature portée par une énergie étrange qu'il lui fallut apprendre à métaboliser, sa fougue froide. Alain Damasio, vous dites que l'écriture de ce roman a été commencée à Kiev en 1992. Mais qu'est-ce que vous faites en Ukraine à 22 ans ? Je vais voir un ami qui était expat à Kiev et je voulais voir l'Ukraine, je voulais voir ce que c'était que évidemment le régime soviétique. Le mur était tombé à Berlin 3 ans avant, il y avait donc une libéralisation très claire.
J'avais envie de voir ce que c'était que le capitalisme entrant, ce que c'était que ce monde-là. Donc j'ai passé un mois là-bas et j'ai commencé à écrire les premiers mots, effectivement, de la zone du Dehors là-bas. Et c'est la scène de l'arrestation de Capt, où j'avais écrit sur le cahier. Mmh. Ouais. Jouissance bestiale, jouissance sadique, monsieur Capt, jouissance archaïque. Je ne me délecte pas, croyez-moi, de vous voir ramper sous les lasers. Il faut toutefois savoir maintenir l'agressivité à distance. Notre jouissance ne se repaît pas du sadisme des supplices. Notre jouissance, ce serait plutôt quelque chose comme un dé qu'on jette et qui retombe jet après jet avec une insolence toujours plus étrange sur la même face. Quelque chose comme la liberté rendue prévisible. Savoir qu'augmenter les caméras de 5% fera baisser la criminalité de 3 points avec une probabilité de 85% et que la marge d'inexactitude par rapport à cette prévision majeure est de 2 points. C'est un plaisir de démiurge, une volupté abstraite et terrible. Que nous importe ce que fait Capt ou Camio ou Slift si la masse statistique obéit de toute façon aux prévisions? Votre dissidence elle-même est prévue. Nous avons un taux pour cela, 7%. On ne sait pourquoi, mais c'est ainsi. Mes services ont même calculé que la décapitation de la Volt, dont vous êtes responsable, la fera passer sous le seuil critique des 5%. Seuil en deçà duquel on parle de dissidence marginale. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas certain, c'est seulement probable, fortement probable, et cela nous suffit. Ces noms de personnages Capt et Camio, ça vient d'où? Le mot Capt et le mot Camio, c'est Sartre et Camus en cyrillique. Donc comme il avait un dictionnaire russe-français, j'ai vu que Sartre s'écrivait Capt avec le C, A, P, T, P. Ah ouais, c'est drôle. Voilà. Et Camio, c'est Camus. Donc Sartre et Camus, deux philosophes qui sont à la fois des hommes d'action, qui sont à la fois des gens engagés et qui étaient pour moi un modèle indépassable, ouais. En tout cas, absolument important, ouais. Comment est-ce que tout commence au niveau de l'écriture? Est-ce que vous avez des plans ou est-ce que vous démarrez à l'instinct? Non, je démarre absolument pas à l'instinct. Je travaille énormément sur cahier avant. Je mets tout ce qui va me servir pour le roman. Et c'est des fois des idées architecturales, des fois des idées d'objets, des fois des idées philosophiques, des fois des résumés de choses qui m'ont touché. Plus tard, ça a été beaucoup dans la Horde et les furtifs, les fiches personnages que j'ai énormément travaillé. La Horde, par exemple, il y a les 23 fiches personnages qui sont extensives et exhaustives, qui sont très précises, et les furtifs encore pire, trop précis même, ce qui fait que tu peux pas les utiliser vraiment comme tu voudrais. Je ferai différemment encore au 4e roman, je pense. Donc je commence à écrire à un moment où déjà l'univers vit en moi depuis longtemps. Bon, déjà c'est 2 ans et demi d'écriture, à peu près la zone du dehors, 2 ans et demi, 3 ans. Donc pendant lesquels tu écris et tu matures aussi, mais avant il y a, je pense, 2-3 ans aussi vraiment de travail amont. Est-ce que vous lisez et annotez frénétiquement Michel Foucault, et notamment, je suppose, son ouvrage « Surveiller et punir », publié en 1975 ? Et effectivement, par exemple, « Surveiller et punir », je l'ai lu intégralement, bien sûr, et je l'ai résumé intégralement. J'ai 30 pages de résumé sur cahier, je l'ai vraiment étudié de façon académique, scolaire et forte pour moi-même, hein. Et après, il y a le Deleuze sur Foucault, qui est un texte qui m'a aussi beaucoup servi, pareil, aussi puissant que son Nietzsche. C'est-à-dire qu'il te résume la pensée de Foucault en 150 pages. C'est d'une densité, et les passages sur le pouvoir, sur la conception foucaldienne du pouvoir, j'ai repris stricto sensu ça dans la zone du dehors. C'est ma source de travail, quoi, vraiment. Je lisais du Virilio aussi. Le Virilio a pas mal aidé la zone du dehors. C'est un penseur de la technique avant Stigler, c'est un penseur de la technologie, c'est un penseur de la catastrophe technologique. C'est un des premiers qui a essayé d'analyser ce que, effectivement, la technologie nous faisait, en tout cas de façon forte dans les années 80-90, quoi. Et j'avais lu un livre qui s'appelle Inertie polaire, qui travaille sur l'idée de technographe et sur les premiers linéaments du transhumanisme et de la critique des transhumanismes. Donc l'idée d'insérer à l'intérieur de notre propre corps des greffes technologiques, voilà, et de se coupler avec ces greffes, c'est une sorte d'idéal du cyberpunk aussi, hein. Et lui, il analysait ça, ce que ça signifiait dans la construction de l'humanité, quel était le type d'humanité qu'on voulait s'aménager à partir de ça.
Réflexion qui ensuite a explosé sur le transhumanisme, etc. Mais c'était un des premiers à en parler à l'époque. Le meilleur terme de tout ça, c'est fougue froide. Je pense que ça traduit parfaitement mon état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire que j'étais encore très intello. J'étais quelqu'un qui essayait de dépasser les problèmes affectifs que j'avais, qui étaient par ailleurs massifs, par la rationalité, par le concept. Je me rapatriais sur mes capacités intellectuelles pour essayer d'en faire un pôle d'énergie, de force. C'est un livre sartrien, c'est un livre camusien, si tu veux. C'est un livre qui est hérité des modes d'écriture des années 70, c'est-à-dire d'un mode d'écriture qui considère que on doit assumer les valeurs qu'on porte, on doit les véhiculer dans son roman, dans sa pièce de théâtre, dans son écriture. Donc j'ai fait ce livre pour des raisons extrêmement politiques, rationnelles et intellectuelles, qui étaient de dire je veux faire le 84 des sociétés de contrôle. C'était un but très simple, très évident, très mégalo aussi pour un mec qui avait 22 ans et qui avait rien fait dans l'écriture. Mais je me suis dit, voilà, je veux montrer ce que va être l'avenir des sociétés de contrôle, je veux montrer vers quoi on tend, et je veux montrer ce qu'on doit éviter. C'est évidemment de Michel Foucault que vous vient l'idée glaçante des tours panoptiques. Complètement. Foucault prend l'idée de Bentham. Jérémy Bentham, ce philosophe anglais de la fin du XVIIIe siècle. L'idée d'une tour centrale, effectivement, dans laquelle se situerait le maton. Et le maton a des petites ouvertures dans sa tour centrale qui est extrêmement étroite. Mais sauf qu'autour de la tour centrale, il y a disposé en rayon toutes les cellules. Donc de la tour centrale qui fait, admettons, 10 mètres carrés, tu peux accéder à l'ensemble des 40 cellules qui sont... par une idée architecturale qui est géniale, qui est le rayon d'une roue de vélo, en fait. Et donc, le prisonnier ne sait jamais à quel moment il est regardé ou pas regardé. Et il y a cette espèce de chose absolument fondamentale qui est l'asymétrie du regard. C'est-à-dire que tu sais pas quand tu es regardé. Donc, comme tu sais pas quand tu es regardé, tu te regardes tout le temps toi-même et tu intériorises l'idée qu'à chaque instant, tu peux être le fameux au cas où qui est décisif dans les mécanismes de production de l'autocensure et qui sont largement utilisés dans tout le système social qui est le nôtre aujourd'hui. Hein. Et donc, sur le panoptique, il va trouver un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va dire le panoptique éclate en milieu ouvert. Le panoptique était une technique de pouvoir des milieux fermés, utilisée aussi bien dans la prison qu'à l'hôpital, qu'à l'école, éclate en milieu ouvert. Ces salles étaient surtout pleines la nuit. S'y installait sans honte une pléthore de voyeurs, hommes et femmes, d'épouses soupçonneuses et de maris trompés, de pères qui surveillaient leurs filles et de filles qui surveillaient leurs pères, de curieux. S'y complaisaient surtout des pervers, des vicieux, des flics dans l'âme, des délateurs payés à l'hôtesse dénoncée, et des honnêtes hommes faisant leur devoir de citoyens en enregistrant toute scène leur paraissant suspecte ou de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs. Une fiche tactile, facultative, trônait sur la table. Pouvaient y être reportés les faits observés avec le lieu de l'action, c'était là que servaient les plans, et les références du timecode. Chose remarquable, aucune case n'était prévue pour le nom de l'observateur. Ça n'avait pas d'importance. Seul ce qui était observé comptait. À moins que l'observateur se trouvât déjà lui-même observé, enregistré et noté, si bien que son nom importait peu. Difficile à savoir. J'ai raté l'essentiel, parce que le vrai panoptique en milieu ouvert, c'était le smartphone, mais je ne l'ai pas deviné. Pour écrire, vous avez l'habitude de vous isoler en pleine nature, dans les gorges du Verdon, dans le Vercors, à Porquerolles, à Ouessant, à Groix ou dans le Maquis corse. Pour la zone du dehors, c'était où ? Je l'ai fait à La Grave, dans l'Oisans. La Grave, qui est une station de montagne à 1500 mètres d'altitude, devant un immense massif qui s'appelle la Mèche, qui est à 4000 mètres, et qui fait que t'as pas de soleil en hiver. Le village reste à moins 10 degrés, parce que le soleil tape pas, il n'arrive pas à passer la barre de la Mèche pendant 2 mois. Un peu comme un astéroïde qui serait pas loin de Saturne. C'est extrêmement important, et ça crée une espèce de présence assez oppressante, qui te reste après que t'aies quitté même le village. T'es à 1500 mètres, et en face, ça monte extrêmement raide, jusqu'à 4000, tu vois. Donc t'es face à un mur. Mais je pense qu'à l'époque, ça correspondait tout à fait à ma vision des choses. Il fallait passer ce mur et les dépasser. Vous êtes pendant 8 mois seul ? Seul, j'avais une copine à l'époque, donc elle venait de temps en temps et je revenais de temps en temps à Paris. Mais j'ai passé beaucoup de temps seul. Ouais, 8 mois dans un appart là-bas ? Ouais, un appart au-dessus de la poste là-bas, dans le village. Ouais. À l'époque, vous revenez à Paris une dizaine de jours par mois et vous travaillez, comme vous l'avez déjà expliqué dans l'épisode précédent, dans l'aide à la création d'entreprises, des pizzerias, des boulangeries, via des études de marché. Ce qui vous permet d'accumuler suffisamment d'argent pour écrire, c'est ça ? J'ai fait comme ça beaucoup au début. C'est à la zone dehors, j'ai travaillé 1 an et demi et ensuite j'ai écrit 1 an et demi avec ce que j'avais gagné.
Mais, comment vous avez l'idée d'aller vous mettre dans cet appartement face à la Meije, comme ça? Ouais, mais chez moi, j'étais un peu taré. Enfin, voilà, j'ai toujours adoré la montagne. J'ai toujours eu besoin de faire de la randonnée, de bouffer du dénivelé. C'était les meilleures conditions pour moi. J'avais besoin d'avoir froid. Pour le roman? Pour le roman, ouais. Et donc, de me mettre dans des conditions d'énergie qui étaient âpres, parce que ça me donnait l'énergie d'écrire. Parce que t'avais la neige très vite, et donc tu te baladais dans la neige, il faisait super froid, t'avais les chamois, c'était bien âpre, quoi. Ouais, Et après, je suis parti à la fin de la zone. J'ai refait une deuxième session, et là, j'avais plus de copines. Je suis parti 1 an à Oubnasson, donc dans ce qu'on appelle la Drôme des collines, entre Cray et Saillant, si vous connaissez le coin. Mais... Donc, c'est la Drôme, c'est plutôt un paysage de vignes. Et il y avait aussi un grand site qui s'appelle le site de Sous, qui monte à 1500 mètres, sur lequel je faisais beaucoup de balades, beaucoup de chamois aussi. C'était un lieu qui était très beau au niveau naturel. Et là, j'ai vraiment resté 1 an, quoi. 1 an? Ouais. Seul également? Ah ouais, je travaillais seul. Après, je voyais des gens de temps en temps, hein, mais je me suis isolé, ouais. Et j'avais assez d'argent pour le faire, là aussi, ouais. Ok. Et là, j'ai fini toute la zone du dehors, là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment écrire. C'est-à-dire que tu le sens d'ailleurs dans le bouquin, je trouve qu'à un moment donné, il y a un passage, et ça commence à devenir un roman. Mais pendant toute la moitié du livre, c'est pas un roman, quoi. C'est un livre d'idées, quoi. C'est un livre de philo. Tout le paradoxe, c'est qu'une fois que j'écris la première ligne du roman, je n'ai plus de plan. Il n'y a pas de plan de narration, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Donc tu peux regarder mes cahiers sur les 3 livres. Si tu as 10 lignes sur des éléments de narration ou d'histoire, c'est un maximum. L'histoire, je l'ai dans la tête. Voilà. J'ai le câble narratif dans la tête, mais de façon très grossière. Sur la zone du dehors, ça n'allait pas plus loin de... On suit un groupe révolutionnaire qui est dirigé par un philosophe homme d'action. Ils sont 5, ils font des actions directes contre le pouvoir. Il finit par se faire choper, il est incarcéré dans un cube, il va s'en sortir et il va faire la révolution. Et ensuite, on va voir les conséquences de la révolution dans le dehors. Voilà. C'est pas plus que ça. Alors, du contrevent, c'est encore pire. Le groupe remonte le vent, il va atteindre l'extrême amont. Voilà. Bisous. Bisous. C'est vraiment ça. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est extrêmement trivial, hein, mes conduites narratives. C'est là que vous trouvez cette routine qui, je crois, est toujours la vôtre. Un grand jet d'écriture le matin. Ouais. Vous vous levez à quelle heure? 8h30, 9h à peu près. Il faut que j'ai 8h30 de sommeil facile. J'ai besoin de me réveiller et d'avoir l'esprit clair. Et ça, moi, je suis très dépendant du temps de sommeil. Donc, en dessous de 7 heures, c'est même pas la peine. Et quand je me réveille et que j'ai de la brume qui reste rémanente dans le cerveau, je me lève pas. J'utilise beaucoup le moment de somnolence du réveil, qui sont des moments de créativité forts, qui sont des moments où le cerveau est beaucoup plus fluide. Quand tu butes sur une idée ou que tu cherches une idée, tu vas trouver beaucoup plus facilement sur ces moments de somnolence. Donc, avant la sieste, après la sieste, avant le lever, c'est des moments qui sont vraiment importants créativement, quoi. Donc, je reste au lit. Ah ouais? Ouais. Et je me lève quand je sens que j'ai trouvé des trucs. Je déjeune et puis j'attaque, ouais. Combien de temps? Au plus fort, c'est en fin de livre. C'est comme les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est une puissance de concentration que tu fais progresser de mois en mois. À la fin des furtifs, j'arrive à faire des jets de 5 heures, ce qui est colossal. Hein. C'est-à-dire que tu lâches pas pendant 5 heures. Tu es hyper concentré à haut niveau d'intensité mentale pendant 5 heures. Mais ça, c'est le maximum. Au début, je suis à 3 heures. Même au tout début, je suis à 2 heures, 2h30. J'arrive plus à en faire plus. Sans pause? Sans pause. Après, tu fais une petite pause et tu reprends. Donc souvent, le jet moyen, il est de 3-4 heures. Voilà. Donc je vais démarrer en gros à 9h30, 10h, et je vais m'arrêter à 13-14 heures. Là, vous mangez? Tu bouffes? Léger? Non, je bouffe toujours trop. J'ai besoin d'énergie, je mange beaucoup. Soit si je suis un peu fatigué, je peux faire une sieste et partir après. Soit tout de suite en rando. Je suis même pas digéré, je pars. Je digère en marchant. Rando à pied, à vélo? À pied. Quand j'étais encore, je faisais pas mal à vélo sur la Horde. Je faisais du vélo aussi. Porquerolles, je fais du vélo. Mais souvent, c'est à pied. Ouais. 2 heures, 3 heures d'exercice physique? Ça dépend où je suis. Si je suis à la Grave, c'est souvent des randos 3 ou 4 heures parce que tu fais beaucoup de dénivelé. C'est plus long. Souvent, minimum 2 heures. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important chez vous, c'est que la montée en altitude accompagne la montée des idées. Ouais, complètement. Ouais. En fait, quand tu montes, et surtout en montagne, t'es tellement dans l'effort, c'est tellement intense, qu'en fait, t'as pas le temps de penser. Puis t'arrives en haut, les choses se libèrent, des fois tu passes l'école, etc. T'as ce moment d'accomplissement parce que t'as réussi à monter et à faire le truc. Et tu commences à redescendre. Et là, les idées viennent en redescendant. C'est là que tout s'allège et les idées... Vous rentrez, vous vous douchez et ensuite vous vous remettez au travail? Ouais. Combien de temps?
Alors généralement j'arrive, tu vois, il est 6h, je fais mon moment de pause. Donc s'il y a un magazine, je lis un magazine. Parfois je suis en hôtel, il y a une télé, donc je regarde une merde et c'est très intéressant de regarder une merde. Donc ça m'est arrivé de regarder Hanouna. Et ensuite, après le repas, je suppose, vous vous remettez au travail. Ouais. Combien de temps ? Ça peut durer 3 heures, maxi, on va dire 2-3 heures. Et c'est une période où forcément je suis fatigué. Donc j'ai pas l'impact du jet, donc je fais très rarement un jet le soir, c'est extrêmement rare. Sauf si je suis vraiment sur un passage où je suis tellement pris par le passage, je vais avancer. Donc je corrige, je reprends le jet du matin. Donc sur un mode qui est extrêmement important dans l'écriture et on n'en parle pas, c'est la reprise, la correction, l'amendement. C'est la moitié de la qualité d'un écrivain, je pense, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est la moitié, mais c'est extrêmement vital la faculté que tu as à améliorer ton jet. Je reprends énormément, hein. Je reprends au moins 3 à 5 fois chaque paragraphe. Plus le style est central, ce que j'appelle central, c'est-à-dire le style de Sauve dans la zone, le style de Cap, c'est-à-dire le style le plus proche de moi, moins j'ai de reprises. Golgoth, je reprenais 8-10 fois. Ouais. Il s'est pas fait prier, le troubadour. Il a fallu le pousser du coude pour qu'il aille trimballer son squelette dans la bouboule. C'est le dernier, pas compliqué, le der à s'y coller. Dans la série Mascarade, faut dire qu'il nous a sorti en 8 ans la collection complète, le caracole. Plus fauderge que lui, plus tordu de la pirouette, plus chafouin que sa bouille de fouine, tu trouves pas ? Le bouffonneur né qu'il est, le joueur de flutio dans sa version j't'embrouille la citrouille, le cador du baragouin qu'on sait jamais trop au final ce qu'il pense. L'arlequin tout couleur, ouais, genre suprême. Plus le style est original, plus le style est fondé sur l'explosivité, plus la reprise est longue parce que tu dois redonner l'explosivité sans arrêt, tu dois recasser les sédimentations que tu fais, tu dois tu réouvres. Donc c'est beaucoup de boulot. Vous vous couchez à minuit ? Je me couche à minuit. Quand vous attaquez le matin, est-ce que vous relisez les derniers paragraphes de la veille ? Ça peut arriver de démarrer le jet du matin en reprenant la veille. Je le fais de moins en moins, ça. Hein. Je me rends compte à quel point le jet est précieux, c'est-à-dire à quel point le premier jet est précieux, à quel point c'est le moment où tout se décide. Et donc j'essaye d'être dans la plus grande clarté, la plus grande fraîcheur sur le jet. Donc maintenant, souvent, je relis pas ce que j'ai fait la veille. J'attaque le jet direct. J'ai besoin d'arriver sur la feuille avec de l'impact. Sinon, j'arrive pas à écrire. Sinon, j'arrive pas à tordre la syntaxe. J'arrive pas à lui donner le mouvement que j'ai besoin de lui donner. J'ai pas assez d'énergie pour que la syntaxe, elle saute. Donc, j'ai besoin de cette énergie. Donc ça, j'ai gardé tout le temps ce procédé-là. Je peux pas faire autrement. J'ai besoin d'être seul. J'arrive pas à écrire quand il y a des gens. J'arrive pas à écrire à la maison. J'envie beaucoup les gens qui arrivent à le faire, mais moi, je peux pas le faire. Je reviens sur la zone du dehors. Ce qui arrive à la Terre, dans le roman, est vite expédié. Une guerre bactériologique a vidé l'Europe et les Européens sont partis s'installer en Afrique. La colonisation recommence, mais l'important n'est pas là. Regardons Cerclon, cette ville au large de Saturne. Tu sais, un livre, narrativement, c'est un accordéon. C'est-à-dire que tu as un système de plis et de déplis. Quand tu compactes l'accordéon complètement, il est serré, il se passe rien. Et tout le choix narratif, c'est de dire quel pli j'ouvre. Donc j'aurais pu déplier toutes les guerres sur Terre, pourquoi on en arrive là, etc. Ça n'a strictement aucun intérêt dans ce livre parce que je veux étudier anthropologiquement une société de contrôle. Donc ce qui s'est passé sur Terre, je m'en fous complètement, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai décidé de compacter complètement ce pli. Et ces choix, tu les fais constamment. C'est les choix les plus importants de romancier, c'est ce que tu plies et ce que tu déplies. Il suffisait pour les bons citoyens d'avoir en poche sa carte, au doigt sa bague, ou sur l'ongle de l'index son code-barre, un choix souvent réservé aux cadres, pour que s'ouvre la porte. Pour les très bons citoyens, la puce identitaire greffée à vie suffisait. Pour les autres, les mauvais citoyens, les radieux qui n'avaient depuis longtemps plus de carte, ceux qui l'avaient oublié, perdu ou prêté, ceux dont le solde bancaire était négatif, les horaires de travail décalés, les droits au parc limités, les zones de silence proscrites, la jolie herse restait close, impossible d'entrer. Les jeunes naïfs qui tentèrent au tout début du dispositif de se coller derrière le bon citoyen pour passer avec lui, s'en tirèrent, pour les plus heureux d'entre eux, avec une fracture de la clavicule. Les autres, l'hôpital les récupéra, sans bruit, sans cri, sans association de défense du citoyen. Ils méditèrent quelques mois les vertus de l'accès sélectif sur un lit propre et blanc. Pas de récidiviste connu.
C'est une idée assez classique. Après, moi, ce que j'ai ajouté, je pense, et c'est ça qui me fait rire aujourd'hui, c'est effectivement le système de classement généralisé, qui à l'époque était quand même assez original. Ensuite, Black Mirror a repris dans son épisode fameux, et qui aujourd'hui, voilà, est le credit scoring chinois. Mais c'est pareil, le concept est déjà là, et en fait, ça vient de Foucault. Toute la logique du classement de la population vient de l'analyse de l'examen chez Foucault. Qu'est-ce que l'examen produit ? Il produit du savoir, évidemment, mais il produit aussi du pouvoir. Et quel type de pouvoir il produit ? La zone du dehors pose la question de l'action politique. J'en lis un passage. Sans violence, aucun pouvoir ne s'est jamais senti menacé. Vous lisez, vous êtes des gens cultivés, vous connaissez l'histoire. Sans violence, le peuple ne réagit jamais. Sans violence, pas de évolution possible. Voilà la stricte et dérangeante vérité. Vous êtes là à rêver tout haut, à croire que la évolution se fait lentement, dans les consciences, pas à pas, avec des slogans, du papier et des mots. Le roman fait le distinguo entre la volte, qui n'écarte pas le recours à la violence, et la molte des humanistes et des timorés dont la pensée molle, dont les idées valent le langage. Elles sont saines, propres et justes, mais elles n'ont aucune force. Elles produisent de longues phrases portées par l'harmonie reposante des beaux parleurs. Plus un consensus est mou, plus il est puissant. Plus il absorbe les attaques, moins on peut le déstabiliser. C'est comme un coup de couteau dans un gros bloc de gélatine et de glu. On dirait les conversations de l'Union de la gauche. Ce sont des débats dont, je suppose, vous avez été témoin. Ouais, j'étais témoin et en même temps, c'est des débats réinventés, bien sûr. C'est plus une traduction scénographique d'un enjeu conceptuel, classique chez les militants, et que là, je frontalise parce que c'est très rarement abordé aussi nettement. Généralement, ces problèmes sont déjà gérés en amont dans un syndicat ou dans un parti ou dans un mouvement, c'est-à-dire que tu appartiens à ce parti ou à ce mouvement déjà parce que ton rapport à la violence, il est déjà situé et que tu sais si tu l'acceptes ou l'acceptes pas. Alors que là, je fais semblant que voilà, c'est un moment de scission à l'intérieur de la volte qui est important. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question vous-même, en tant qu'artiste et en tant que citoyen, de votre propre possible recours à la violence pour des raisons politiques ? Ouais, moi ça a été immédiat comme question et comme interrogation dès la zone dehors. Moi, de toute façon, je suis favorable à la violence, hein, ça c'est clair. Je pense que la violence est indispensable, je pense que la violence est utile, je pense que la violence, elle est décisive. Je pense qu'on subit une violence tellement forte que croire et y répondre par la non-violence est une aberration. Je pense qu'en régime de contrôle, il y a un recours d'autant plus important à la violence que tout est fait pour la désamorcer. Et tout est fait pour faire croire que le monde n'est pas violent, alors qu'il l'est profondément et quotidiennement pour des millions de gens. Et que si tu recours pas au bon moment, de la bonne façon, à une autre violence ou à une contre-violence, tu peux rien faire changer, quoi. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment une évidence politique. Et je trouve ça scandaleux qu'on ne veuille pas l'accepter, le dire, et qu'on ait récupéré ce mot avec une valence négative, si tu veux, et on a même introjecté ce mot avec une valence négative dans les mouvements évolutionnaires ou révolutionnaires, alors que c'est un terme magnifique, quoi. C'est un terme qui exprime une vitalité indispensable. Moi, je fais souvent référence à ce texte de Genet, qui est un texte qui est une introduction à un livre des fractions armées rouges allemandes, et sur lequel il parle de la violence, justement, en montrant sa proximité avec la vie, en disant que voilà, c'est marrant, les métaphores qu'il utilise, elles sont trop folles pour moi. Il parle d'un germe de blé qui casse, qui explose, et il dit, ce germe, il a besoin de violence pour exister, quoi. Il parle du poussin qui perce sa coquille, il parle du bourgeon qui éclate pour donner une feuille. Il dit, voilà, il parle de l'accouchement d'une femme, etc. Le procès fait à la violence, c'est cela même qui est la brutalité. Et plus la brutalité sera grande, plus le procès infamant, plus la violence devient impérieuse et nécessaire. En faisant cette distinction entre violence et brutalité, il ne s'agit pas de remplacer un mot par un autre en laissant à la phrase sa fonction accusatrice à l'égard des hommes qui emploient la violence. Il s'agit plutôt de rectifier un jugement quotidien et de ne pas permettre au pouvoir de disposer à leur gré, pour leur confort, du vocabulaire, comme ils le font encore avec le mot brutalité qu'ils remplacent ici, en France, par bavure. La brutalité prend donc les formes les plus inattendues, pas décelables immédiatement comme brutalité. L'architecture des HLM, la bureaucratie, le remplacement du mot par le chiffre, la priorité dans la circulation donnée à la vitesse sur la lenteur des piétons, l'autorité de la machine sur l'homme qui la sert, la codification des lois prévalant sur la coutume, la progression numérique des peines, l'usage du secret,
empêchant une connaissance d'intérêt général. L'inutilité de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui a la peau brune, la courbette obséquieuse devant le pourboire, et l'ironie ou la grossièreté s'il n'y a pas de pourboire, la marche au pas de loi. Toute la violence spontanée de la vie, continuée par la violence des révolutionnaires, sera tout juste suffisante pour faire échec à la brutalité organisée. Jean Genet, préface au texte des prisonniers de la fraction Armée Rouge. Tous ces actes qui sont profondément liés à la vie et nécessitent une forme de violence, quoi. Et c'est la capacité qu'a eu le pouvoir d'investir le mot violence d'un sens négatif quand ça va pas dans son sens, qui est la grande réussite de propagande des dernières années. Parce que la violence de la police, elle est extrêmement débridée aujourd'hui. La libido de la violence policière a été lâchée. Le pouvoir a mis énormément de temps à accepter qu'on qualifie de violence ce qui se passe dans l'excès d'abus de pouvoir des flics. Et par contre, de l'autre côté, on est très prompt à accuser de violence ce qui correspond à un cassage de vitrine, un cassage d'abribus, un tagage de murs. Oui, c'est l'expression d'une énergie, mais c'est foutre le feu aux Fouquettes, c'est pas de la violence, quoi. C'est juste, c'est une atteinte importante au bien, si tu veux pousser le Fouquet's à perdre de l'argent, etc. Donc c'est important, c'est utile, à mon avis, politiquement. Mais comparer ça avec un mec qui tire à 7 mètres dans l'œil d'un militant, je suis désolé, quoi. C'est scandaleusement pervers dans la réappropriation des mots. Donc ça veut dire aussi que la bataille des mots à des moments est décisive. Comment l'imaginaire est construit par les mots et comment, du coup, s'emparer, préempter un mot, l'utiliser, le rendre routinier, le transformer, l'ouvrir, le fendre en deux, etc., fait partie du boulot des écrivains, fait partie du boulot des militants, fait partie du boulot des conseillers communication du pouvoir, et qu'on s'affronte aussi sur ces enjeux-là. Vous inaugurez dès ce premier roman, La Zone du dehors, un système de narration qui sera l'une de vos signatures, la polyphonie. Ici, la narration est faite par 7 personnages différents. Le changement de narrateur est signalé par un signe typographique, ce qui demande un petit effort au début pour déterminer qui parle. Le lecteur devient le tisseur. Vous refusez le principe du narrateur omniscient, que vous qualifiez parfois de fascisme. Cette disposition narrative était là dès le début de l'écriture de La Zone. D'où vient-elle ? À quel moment est-ce que vous prenez cette décision ? Je la prends hyper tôt. Au départ, c'est un choix instinctif que après j'ai théorisé. J'avais un vrai problème avec l'idée de raconter l'histoire d'une seule tête. Un énorme problème à me dire... La narration d'un livre va être portée par un héros, une héroïne, etc., ou un narrateur omniscient, et tout va être dit de ce cerveau, de cette vision du monde, de ce bloc de perception-là. Ça me paraissait insupportable intérieurement, parce que assez rapidement, quand je restais sur le même mode stylistique, je me fatiguais, j'avais l'impression d'être dans une routine, une répétition. J'avais l'impression que mon style s'appauvrissait, j'avais l'impression que c'était chiant. Et j'avais besoin en moi-même, intérieurement, de varier, de passer sur un autre registre de langage, de m'éclater avec un autre registre de langue. Et quand t'es seul, quand t'écris seul longtemps, cette variation, elle est vitale. Et puis après, je me suis rendu compte, vraiment en passant à la Horde, que la polyphonie avait une vertu majeure narrativement, c'est que en passant d'un bloc de perception lié à un personnage à un autre bloc de perception lié à un autre personnage, tu créais une espèce de vide dans ta conduite narrative. Et dans ce vide, c'est là que le lecteur allait, lui, prendre place, et c'est là que le lecteur allait, lui, faire les liens. Et ça, c'est extrêmement précieux, parce que tu sollicites l'intelligence du lecteur, tu sollicites l'imaginaire du lecteur, et exactement comme en bande dessinée, quand tu passes d'une case à l'autre, tu as ce qu'ils appellent le caniveau entre les deux, là. Et ce trou-là, c'est cet espace blanc, c'est là que l'imaginaire se crée, parce que tu crées toutes les images dont tu as besoin entre l'image A et l'image B, pour que ça fonctionne narrativement. Et l'esprit humain est très, très doué pour faire ça. Et précisément, dans la Horde du Contrevent, j'ai fait assurer le lien par le lecteur lui-même. C'est un livre qui devait faire sentir le lien entre les différents membres de la Horde. Et qu'est-ce que c'est qu'être relié, un groupe relié ? Et ben, ce lien, il est assuré activement par le lecteur qui est obligé, dans les zones blanches, entre deux personnages, d'assurer la continuité. Et ça, je trouve que ça fonctionne magnifiquement dans la Horde. Et c'était pas conscient au départ. J'ai compris très tard ça. J'ai même compris après le bouquin.
Des fois, tu réussis des choses, mais tu comprends pas pourquoi tu les réussis et tu piges après ce que ça opère, quoi. Donc la polyphonie est restée un élément clé. J'ai utilisé dans les furtives et je crois pas que je peux arriver à écrire long sans polyphonie. Ce premier roman nous permet également de découvrir chez vous une disposition neurologique assez fascinante. Votre capacité prolifique à fabriquer des jeux de mots, des néologismes, des calembours, des palindromes. Cela vaut pour des inventions comme le vocoréac, la commande à la voix qui anticipe les assistants domestiques façon Siri ou OK Google. Il y a l'opération de piratage des antennes paraboliques, disjonctélé. Il y a les intellectueurs qui, au nom de la cyberté, veulent électro-choquer la population car trop de virtuels virtuent. Il y a la radzone, le radeau médusé en marge du système, mot qui contient des lettres précieuses à vos yeux. ZAD, la ZAD, zone à défendre, acronyme que nous avons tous depuis quelques années appris à connaître, ou encore pour désigner les nanotechnologies et la tentation transhumaniste, les puces implantées sous la peau, le corps envahi par l'électronique, ce contrôle total que vous appelez les pouvoirs carcé-viscéraux. Plus tard, vous parlerez de périphérie, le merveilleux d'alentour, de pensées qui vagabondissent. Vous inventerez avec votre ami le philosophe Baptiste Morisot la cosmopolitesse, les égards portés envers toute forme de vie. Et j'aime aussi le polymorphal qui désigne les gens comme moi qui mangent de tout. Parfois, il vous suffit de relever un terme comme coupon-réponse dans notre réalité, placé en titre de chapitre dans la zone du dehors, pour nous faire remarquer l'étrangeté d'une telle formule. Coupons la réponse, mais alors pourquoi poser une question ? Il y a aussi des proverbes. Réfléchir, c'est fléchir 2 fois. J'aimerais en savoir plus sur ce processus. Est-ce que vous avez un carnet, Alain Damasio, ou un dictaphone dans lequel vous notez tous ces mots nouveaux ? Comment naissent-ils ? Ouais, c'est marrant, il y a eu vraiment des mémoires sur la néologie dans mon travail. Et il a fallu ces mémoires pour me rendre compte que effectivement j'en produisais beaucoup, ce qui était pour moi assez instinctif. La première raison, la plus forte de toutes, c'est que moi je bâtis des univers imaginaires et science-fictifs, donc spéculatifs, qui sont fondés sur souvent des idées, et que dans ces univers-là, il y a un enjeu clé qui est la crédibilité. Est-ce que l'univers est crédible ? Est-ce que le lecteur qui va entrer dans l'univers va y croire ? Et un des éléments clés, c'est que la terminologie soit la plus exacte, convaincante possible. Tout changement, tout paradigme technologique nouveau amène son vocabulaire. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en réalité, quand tu regardes les inventions de mots qu'on est obligé de faire grâce aux technologies amenées, les mots sont souvent pauvres, foireux. Dans les romans, ils sont beaucoup mieux construits. Et on aimerait avoir des gens qui bossent la néologie pour arriver à avoir des... Tu vois, typiquement, je te prends le DVD, le CD, le Blu-ray, les choses comme ça, c'est d'une laideur absolue. Même le smartphone, c'est des trucs, tu fais, les gars, vous auriez pu un peu vous fouler, quoi. En science-fiction, on peut pas se permettre de faire des trucs bâtards de cet ordre-là, parce que l'univers est nouveau. Donc, il faut que la néologie soit la plus fluide possible, la plus évidente, paraisse seamless, comme on dit, c'est-à-dire sans couture. Donc ça, c'est la première raison. Après, il y a une deuxième raison qui est justement peut-être plus politique, ou en tout cas plus engagée, qui est que, évidemment, les stratégies de communication et de commercialisation propres aux multinationales et propres au gouvernement essayent constamment de réduire l'empan, réduire en tout cas le spectre que les mots peuvent avoir pour s'approcher au plus près du mot d'ordre. Tu vois, quand Deleuze dit, la communication, c'est un ensemble de mots d'ordre, c'est dire les mots doivent être au maximum dénotés en réalité. Et quand ils ont plein de connotations, on va essayer d'éliminer au maximum les connotations pour avoir un mot qui ne veut dire qu'une seule chose et qui, du coup, va avoir une vraie précision dans son impact et dans ce qu'on doit transmettre aux gens. Et par rapport à ça, la néologie est le mouvement inverse. C'est-à-dire que tu réouvres les mots. Tu prends des mots valises, carcé-viscéraux, par exemple, tu prends le carcéral, le viscéral, et tu fais un mot. Tu ouvres une possibilité. Donc, tu accrois la liberté aussi des gens. Tu accrois la possibilité qu'ont les gens d'empoigner des termes nouveaux et de s'en servir. L'écrivain, il doit d'abord accroître les potentialités du langage. Et tu offres du possible quand tu offres aussi des mots nouveaux ou que tu réhabilites des mots anciens qui étaient oubliés. Et après, il y a une dimension ludique, il y a une dimension de joie, il y a une dimension de jeu que moi, j'assume complètement. J'ai beau faire des livres qui sont sérieux, je trouve qu'il faut garder cette dimension maximale de rigolade, d'oulipo, et de se dire le langage, c'est d'abord un médium, c'est d'abord des balles de jongle, et avec lequel on peut se faire plaisir. Les combats de palindrome dans la horde, les solos sur syllabes. Mono-voyelle en haut, proclame, à la limite du cri de joie, le maître de cérémonie. La main est à caracole.
Stop, mon cochon, mon porc trop snob. Stop, ton pognon coron. Dors donc, hop, dodo. Ton polochon coton, vos cocons, vos ronrons, ton confort sont vos lots. Rockdos, croc-choc sont nos sorts. Sonnons nos corps, morts au complot. Faute! Hurle le juge de cygne. Seigneur Caracol, dans mort au complot, le O contient un A et un U. J'accorde donc 2 points à Célèbre. Il n'y a aucune raison d'être sage, il n'y a aucune raison d'être sobre, il n'y a aucune raison de ne pas laisser exploser. Voilà, c'est comme tu disais, je vais cuisiner avec juste du sel et du poivre et 1 milliard d'épices, mais je vais m'interdire les épices. Ben non, cuisine avec tout ce que tu peux cuisiner, quoi. Et donne-nous l'ampleur du monde. Et comment naissent-ils, tous ces nouveaux mots? Ça, c'est assez marrant. J'ai des carnets où je mets plein de mots comme ça. Je mets des proximités de mots. Tu vois, par exemple, ça m'arrive, là, je viens de lire Faire avec de Yves Citon. Et à la fin, dans la page, je délire sur rivalité, viralité. Viral, rival, trivial. Et j'ai tout un agglomérat de mots qui viennent se mettre autour. Vous faites une liste? Souvent, je fais des listes de contrassonances ou des listes où je vais changer le radical. Par exemple, si j'ai formé, je vais me faire toute la liste. Je vais faire informer, conformer, transformer, désinformer. Je vais regarder tout ce que ça produit. Puis après, je vais dire, tiens, si je fais formater, après former, conformater, tiens, qu'est-ce que ça produit? Donc, je vais jouer sur l'affixe, je vais jouer sur le suffixe. Je vais altérer, je vais transformer comme une roue que je fais tourner sur les préfixes et suffixes pour voir ce que ça produit. Disformer, ça donne quelque chose. Ouais, non, difformer, ah ouais, difforme. Et je vais chercher. Mais par exemple, je vais délirer sur, OK, les mecs habitent la rat zone. Donc je suis là sur rat zone, parce que c'est zone radioactive. Je me dis, bon, j'aime bien la rupture entre le D et le Z. Il y a une espèce de grosse disjonction un peu brutale, mais j'aime bien ce que ça produit. Mais après, je dis, je vais pas dire les radzonards, les radzoneux, c'est pourri. Et là, je cherche, je me dis, putain, mais radieux. Et ça me permet de positiver le truc. Et je pars et j'ai réinvesti le mot. Et puis après, vous arrivez au rat-dieu quand ils ont gagné. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il y a plein de choses. Tu redécoupes par phonème, tu fais de l'apocope, tu coupes la fin. Et après, c'est des proximités sémantiques qui fonctionnent dans le cerveau qui fait que ça va marcher. Et ce travail sur le carnet, il intervient à quel moment dans la routine quotidienne? Ça, c'est tout le temps. Souvent, au début du carnet ou à la fin du carnet, il y a des endroits où je mets que des listes de mots. Dans la phase de maturation? Ouais, la phase de maturation, oui. Mais à tous les moments. Après, quand j'ai besoin d'un néologisme spécifique, je vais bosser dessus. Sur les furtifs, j'avais besoin de qualifier ce que serait l'intelligence artificielle personnalisée. Qu'est-ce que c'est d'avoir une IA personnalisée du type Siri ou Cortana, enfin ce qu'on a aujourd'hui, qui sont en fait des chatbots, qui sont des robots de conversation. Donc c'était très important dans le bouquin. Je me suis dit, comment on va qualifier ça dans le futur? Il rêverait qu'on ait une seule interface qui soit en langage naturel. Et aujourd'hui, ils appellent ça assistant personnel. Ou IA personnalisé. Je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai galéré. Donc, je suis parti sur des acronymes, par exemple. Je vais appeler ça My Unique Machine, ma machine unique. Donc, ça fait MUM. Et MUM, c'est la mère. Je parle à ma MUM, machin. Puis, il y a un côté maternant, Big Mother, mais il y a peut-être un truc à jouer. Donc, j'étais parti sur MUM, puis ça allait pas. Puis après, j'ai dit My Own Assistant, ça fait MOA en français, ça fait moi. C'est l'alter ego. Et je suis resté là-dessus, même si je suis pas très content, parce que justement, c'est un acronyme anglais que ensuite j'importe en français, même si c'est assez intéressant de dire c'est mon moi, etc. Et tu galères. Et j'ai fait je sais pas combien de versions alter ego. Et je sais pas combien de versions, c'est sur le carnet jusqu'à sur le carnet, en regardant le plafond ou le ciel. Là, c'est vraiment la création pure. Je cherche, je suis sur le Robert en ligne, je suis sur le CNTRL, là, le ressource historique de langue française, j'essaie tous les synonymes. Ça, c'est très, très vaste. Et j'adore faire ça en plus. Donc, je le fais pour des potes, je le fais pour des associations, je le fais pour des programmes de recherche. Je pense que je suis assez doué pour ça. Voilà, j'ai vraiment un truc là-dessus. Mais parce que mon cerveau est très vaste là-dessus. Je vais chercher sur toutes les pistes possibles, quoi. De l'acronyme jusqu'à la mention pure et simple de mots, jusqu'à des systèmes de contrassonance tout simples. Des fois, il suffit de modifier juste une consonne et tu arrives à une proximité extrêmement intéressante. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette faculté rare à résumer un concept en un seul terme frappant, c'est aussi le talent des publicitaires. C'est le langage du libéralisme. Vous savez, accrocher le lecteur avec un mot facile à retenir alors que les idées sont complexes. Comme quand vous inventez le mire-écran, le miroir qui vous ment, qui corrige notre apparence physique en temps réel selon des critères de beauté pré-réglés.
Vous utilisez les techniques de l'ennemi. Non, mais c'est l'ennemi qui utilise nos techniques. Faut pas inverser le truc, quoi. C'est pas parce qu'ils sont dominants en termes de manipulation de l'opinion qu'eux, ils utilisent l'oulipo, ils utilisent des jeux avec les mots, ils utilisent des choses qui ont été inventées par les poètes depuis très longtemps. Simplement, ils le font dans un cadre de martelage. C'est ça la différence. Nous, on le fait pour ouvrir, ils le font pour fermer le sens et dégrader le désir en besoin et le besoin en acte d'achat, tu vois. Donc, il y a une espèce de réduction comme ça du cône au maximum pour te pousser à acheter. Capturez Capte, le coup d'état de la tour, déjà disponible en jeu virtuel. Revivez l'extraordinaire épopée massacre des terroristes de la Volte et empêchez Capte de prendre le contrôle de la tour. Une aventure poignante en 3 dimensions qui vous mettra face à face avec l'ennemi déclaré de la démocratie. Parviendrez-vous à enrayer la diabolique machinerie du coup d'état? Résisterez-vous au coup bas du démon de la Volte? Ou finirez-vous comme Monsieur Ellenport, le corps éparpillé par 100 mètres de chute? Pour le savoir, enfilez sans attendre la combinaison action. Tous les coups portés par un membre de la Volte sont physiquement reproduits. Coups de feu, coups de poing, coups de pied, prises diverses, clés de bras ou étranglement sont vécus tels quels grâce à la combinaison. La position de jeu vécu maximale, que nous ne conseillons qu'aux virtuoses confirmés et physiquement irréprochables, peut provoquer bleus et hématomes, griffures plus ou moins profondes, brûlures de type balle, luxation, entorse légère, ainsi que des suffocations de durée indéterminée. La société virtuose ne peut en aucun cas être tenue responsable des blessures et suicides involontaires découlant d'une pratique dangereuse ou irraisonnée de ces programmes virtuels. Quand la zone du dehors est terminée, comment trouvez-vous votre éditeur? Est-ce que vous avez envoyé beaucoup de manuscrits? Ouais, c'était très rigolo parce que je connaissais une seule personne dans le monde de l'édition. Il s'appelait Mathias Echenay. Je l'avais rencontré dans une soirée qui s'appelait Cyborgiac Rouge, où on était tous habillés en rouge et on avait tapissé les murs de papier alu. Et donc, c'était une soirée un peu cyberpunk, rigolote. Et lui, il était dans l'édition, il était chef des ventes au Seuil. Quand j'ai démarré la zone dehors, j'ai croisé ce mec-là en soirée. Je lui ai dit, tiens, je fais un livre, est-ce que je pourrais te le faire lire quand j'aurai fini? Il me dit, ouais, bah, quand t'auras fini. Sauf que j'ai mis 3 ans à le finir. Mais bon, j'étais lui porter le manuscrit à Biarritz, je me rappelle. Et il l'a lu dans la voiture entre Biarritz et Paris pendant 12 heures. Il a tout lu, c'est quelqu'un qui lit très vite. Il a adoré, tu vois, c'était mon premier retour. 2 jours après, il l'avait lu. Alors que généralement, t'attends 3 mois avant. Et il me dit, je vais essayer de trouver des gens qui veulent bien l'éditer. Donc il l'a passé au Seuil. Et puis après, il l'a passé à tous les gens qu'il connaissait dans le milieu de l'édition. Évidemment, tout le monde a dit non. Le Seuil a fait une fiche de lecture plutôt sympa en disant que c'était intéressant, mais que c'était trop politisé pour les collections qu'ils avaient. C'est vrai que c'était pas dans l'axe de leur structure éditoriale. Et puis il m'a trouvé un petit éditeur qui s'appelait Olivier Guénon, et qui avait monté la première maison d'édition à l'époque, en 96, qui faisait de l'impression numérique. Et donc, il était capable d'imprimer le livre à l'unité. Et il pensait que c'était un modèle économique, effectivement, qui pouvait fonctionner. Et lui, il a accepté. Au début, je lui ai dit non, parce que je voulais pas être comme tout le monde, tu rêves d'avoir des gros trucs. Et donc, je lui ai dit non. Puis 1 an plus tard, j'avais aucun éditeur, donc je lui ai dit oui. Les éditions Silibris. Voilà. Jeu de mots aussi, Ex-Libris, Cyberpunk, etc. Et il les a imprimés 50 par 50. Il les mettait en dépôt-vente dans les librairies. Alors, il y a une histoire un peu rigolote, c'est que je crois que le bras droit de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF... C'est lui, c'est Olivier. Ouais, c'est lui. Alors là, on a un cas qui est absolument passionnant. C'est-à-dire passionnant, mais moi, un jour, je ferai un livre sur lui, ou en tout cas sur un personnage sur lui, parce que c'est un gars extraordinaire, hein, Olivier Guénon, qui a publié La Zone du dehors, d'accord? Alors que profondément, c'est pas ses idées. Lui, il était dans des syndicats professionnels, d'abord dans les syndicats de télécommunications, et ensuite, par un hasard de la vie, il s'est retrouvé à aider la campagne d'élection de Pierre Gattaz au MEDEF, et ils ont gagné. Et il est devenu le chef de cabinet de Pierre Gattaz. Du patron des patrons. Du patron des patrons. Et c'est un excellent et lobbyiste et intellectuel. Et donc, il a aidé Pierre Gattaz à faire toutes les mesures atroces du MEDEF pendant 5 ans. J'ai pas pu tenir le fait qu'il soit au MEDEF, donc j'ai coupé la relation, quoi. Là, je l'ai repris depuis 1 an, parce que ça y est, il est reparti sur autre chose. Et c'est un gars qui a fait des choses extraordinaires pour les migrants, quelqu'un qui est humainement extrêmement généreux, et qui, en toute conscience, considère que ce qu'il a fait au MEDEF était positif. Que les gens, les chefs d'entreprise sont globalement des bonnes personnes et que grâce à eux, on l'embauche, etc. Enfin, tu vois, il l'a fait en toute... Pour moi, c'est totalement absurde de penser ça. Et en tout cas, c'est celui qui a sorti La Zone du dehors et qui a lancé, en quelque sorte, ma carrière et qui m'a profondément aidé humainement sur toute la Horde du Contrevent. Donc, la Horde du Contrevent lui est dédiée. Et ensuite, il va au MEDEF. Donc, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment... C'est passionnant, hein. Moi, je trouve ça passionnant. Comme quoi, l'humanité, c'est complexe. C'est pour ça que tu peux pas être binaire, quoi, sur les choses. Donc, il le sort. Et je crois qu'on vend 500 exemplaires au bout de 5 ans.
par bloc de 10, de 50. Il en imprimait 50. Il allait les mettre dans les librairies gays parce que c'était une maison d'édition globalement gay. Ah oui, Et, il ouais. allait mettre la zone du dehors dans les librairies Gay. gays. Ouais, Ah ouais, ouais. mais aucun rapport. Mais what the fuck, quoi. Et pourquoi pas? On le sait, le public gay est un public extrêmement lettré, extrêmement consommateur au niveau culturel. C'est un public très CSP++, beaucoup. Et donc, on en a vendu péniblement. 500 au bout de 5 ans. Ouais. J'ai eu une seule critique d'un mec qui est génial, qui s'appelle Francis Mizio, qui est un écrivain aussi, dans le magazine de la Fnac, et c'était tout, point barre. Donc là, c'est très décevant après 7 ans de travail. Moi, déjà, j'étais ultra content d'être publié. J'étais enfin écrivain. Donc, le message que je portais a été diffusé. T'as 10 potes, t'as 20 potes. Donc, quand t'es lu par 500 personnes... T'as 500 potes. Ouais, et puis t'as 500 personnes qui vont recevoir le message. Et moi, j'ai toujours été à la fois complètement mégalo dans mes thèmes et mes choix, et très humble. J'avais fait le livre dont j'avais besoin. J'avais fait le livre que je voulais faire. J'avais fait le livre qui exprimait ce que je voulais porter. J'ai attaqué ensuite la Horde de la même façon, sans me poser la question de la réception. Est-ce que ça allait être lu, pas lu Décision rare, vous avez retravaillé La Zone du Dehors en 2001. Les 2 premiers chapitres vous paraissaient être 2 gros blocs de philo, alors vous avez essayé de fluidifier, de glisser du romanesque à certains moments. Quand j'ai relu, j'ai vu plein de défauts, des défauts de jeunesse qui sont énormes, parce que c'est des blocs effectivement de philo, c'est des énormes plaques d'herbe de philo. Donc j'essaie de fluidifier, effectivement, de rendre un peu plus romanesque le début. Je peux reprendre tout le livre stylistiquement. C'est un livre qui est extrêmement cimenté. Je reprendrais tout si je le faisais aujourd'hui. Je ferais exploser toutes les pierres et je recimenterais autrement. Je ferais de la pierre sèche. Voilà, c'est évident. Mais il faut accepter que c'est un livre de jeunesse, avec mes talents de jeunesse à l'époque, avec mes limites de jeunesse. J'écrirais plus comme ça aujourd'hui du tout. Hein. C'est vraiment... Pourquoi ? Il y a beaucoup trop d'adjectifs, quoi. Je fais pas assez confiance à la syntaxe, j'appuie trop sur les adjectifs. Ça englue le flux, ça le charge trop, ça le colore trop. Il y a beaucoup trop d'adjectifs, ouais. C'est marrant. Hein. Mais c'est normal, on fait tout ça quand on débute. Hein. On a beaucoup besoin de qualifier, on a l'impression que le lecteur va pas pouvoir imaginer ou voir ce qu'on veut porter. On veut lui indiquer précisément ce qu'il doit ressentir. On est puppet master, on est marionnettiste, on veut vraiment lui indiquer, lui assigner exactement la description qu'il doit recevoir. On fait pas confiance à sa liberté. Et donc on suradjective. C'est un défaut de jeunesse hyper classique, mais c'est marrant de le relire, ouais. Pour terminer sur cette entrée en littérature que fut La Zone du Dehors, j'aimerais vous demander de nous lire ce passage éloquent à la postface de la première édition. J'avais d'abord dédié ce livre aux anards de tout pays et de tout poil, aux gauches extrêmes et aux militants. Bref, à tous ceux dont la révolte dépasse le périmètre de leur peau. Mais c'était encore trop facile ou trop tard. Liée à un régime de pouvoir, la révolte se trouve aujourd'hui nue face à ce qui l'aliène, l'enquiste et la dilue. Quoi donc que c'est ce truc ? On lui cherche des noms. Ultralibéralisme, néo-capitalisme, mondialisation, crypto-fascisme. Mais ce sont de vieux noms pour un ennemi extérieur désigné. Quand le combat se déroule d'abord intestin et flou en chacun, mais relayé par tous. Everybody is a cop. Business perso, alors la révolte, now ? Collective, mec, au contraire. Et dès les tripes, dès la prise, car c'est viscéral qui t'empoigne. On ne s'en sortira qu'ensemble, par une déprise de soi, reliée, en se tenant les pognes, en parlant nos langues et en hissant nos couleurs par la danse, les saltos allegro, en cognant nos rythmes bâtards des estives et des hauts plateaux. À suivre sur arteradio.com.